Voilà, c'est ce qu'il y a une liaison entre les deux, donc c'est intéressant aussi qu'on puisse avoir une réflexion pour séparer ou pour les deux d'ailleurs. Et donc là, on va démarrer aussi le débat sur la réalité du projet Horizon à Callac. C'est une petite commune de 2200 habitants et qui avait pour but de faire revivre ce bourg avec la création de services et d'accueil de 10 familles sur 10 ans et qui a ensuite rencontré des campagnes de haine et de menaces de mort et de viol, d'alerte à la bombe au journal Le Poer, et donc des manifestations organisées par le parti de Zemmour. Elles interviennent dans un climat où se multiplient les actes de tag d'extrême droite sur les fédérations du Parti communiste breton, de la fédération PCA Finistère et Côte d'Armor, mais aussi des inscriptions antisémites et néo-nazis sur le monument commémoratif dans la commune de Pleuc-l'Ermitage. C'est un haut lieu de résistance où 55 martyrs ont été exécutés par les nazis en 1944. Et l'Humanité du 24 mai dernier dénonçait les objectifs de la coordination Callac Partout, qui a été créée par le néofasciste Bernard Germain, de fédérer toutes les mouvances d'extrême droite afin de semer la peur, la haine et la violence partout où verrait le jour des projets d'accueil de réfugiés. Donc, s'agissant du projet dont va nous parler Laureline, il a donc été abandonné à la suite de ça, et puis son mandat d'adjointe au maire lui a été retiré à la suite de son interview sur Mediapart et de l'appel qu'elle avait lancé de ne jamais reculer devant l'extrême droite. Alors bien évidemment, un certain nombre de questions se posent, mais on vous en poserait bien évidemment d'autres. Quel a été le rôle de la préfecture face à l'impunité? Quelles exigences on peut avoir? Et puis surtout, justement, pourquoi à Tréborda, où il y avait 30 réfugiés qui allaient être accueillis, une manifestation du Front National de 40 personnes a provoqué la mobilisation, cette fois des partisans du projet, 600 personnes, et en faveur de l'accueil, qui leur ont fait face et qui ont fait reculer les fascistes. Alors donc, est-ce que c'est pas là non plus une des réponses à travailler, avec celle d'une mobilisation sur la culture, l'histoire, les luttes sociales pour des jours heureux, puisque c'est à l'ordre du jour, et qui s'oppose frontalement aux positions du RN et de Zemmour. Alors qu'en est-il aussi de cette volonté des fascistes de s'installer sur tout le territoire? Est-ce que c'est circonstanciel? Parce que c'est un argument qui est avancé, ce qui signifierait que c'est pas si important que ça peut passer. Et donc il y a des analyses différentes qui résultent de cette interrogation. Et donc là, maintenant, je vais passer la parole à Laureline, qui elle va nous présenter et puis peut-être répondre à ces questions. Très bien, merci Christiane, merci de m'avoir invité ici à l'Espace Bretagne. Déjà, un petit mot en breton quand même, dans l'Espace Bretagne. Bon, je suis ravie de venir ici pour la première fois, fête de l'UMA, ici à Bretigny. Et voilà, bon, je n'ai pas du tout l'idée d'être maître de conférence du tout, non, pas du tout. Là, l'idée, c'était plutôt d'apporter un témoignage de quelque chose qui a été vécu de l'intérieur, parce que je suis élu communiste à la mairie de Callac, et j'avais en charge la mise en place de ce projet Horizon. Pendant 1 an et demi, nous avons travaillé en amont avec un fonds de dotation, le fonds de dotation Merci, qui est un fonds de dotation qui est tenu essentiellement par une famille, la famille Cohen, et qui a décidé de mettre tout l'argent gagné au cours de leur carrière et de leur réussite professionnelle à des fins d'un projet philanthrope très intéressant, qui est le suivant. Comment, en France, aujourd'hui, on peut réinventer l'accueil de l'autre d'une façon digne? Le postulat de départ, il est simple. Et c'est là-dessus qu'on est parti à Callac. Callac, terre d'accueil, depuis 1936, et l'accueil lors de la retirada des Républicains qui étaient menacés de mort par Franco. À Callac, on en a accueilli 2 quarts. Un soir, le maire est arrivé sur la place du centre et demandé, bon, allez, combien de lits vous avez chez vous, là, combien vous en prenez? Voilà, l'accueil des Espagnols n'a posé aucun problème. Aujourd'hui encore, on a des familles qui sont descendantes de ces réfugiés, certains sont partis, d'autres sont restés. On a des réfugiés, des descendants de réfugiés à Callac, et
Voilà, ça fait partie de l'ADN de notre terre d'accueil à Calac. C'était pas une première de proposer l'accueil de réfugiés. Voilà, c'était quelque chose qui était vécu, très bien vécu et voilà, vraiment très présent dans l'esprit des Calacs. Les gens connaissent leur histoire. À Calac, il y a 2 ans, comme je vous le disais, prémisse d'un travail où on partait sur le postulat le suivant. L'accueil de réfugiés aujourd'hui en France, et notamment dans le milieu rural, est une chance à saisir. Pourquoi je vous dis le milieu rural en particulier? Calac est un chef-lieu de canton, 2200 habitants, très âgé. Vous voyez, il y a un tiers de la population qui a plus de 70 ans aujourd'hui. Voilà, on a besoin de faire vivre nos écoles, faire vivre tout simplement le pays. Aujourd'hui, vous cherchez un plombier, il y a 18 mois d'attente. Les plombiers, c'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, c'est qu'il n'y a personne. Voilà, il y a eu des départs en retraite, des gens qui n'ont pas été remplacés. On a besoin énormément de personnes pour travailler. Un autre chiffre qui est assez marquant sur Calac, la ville de Calac, au sein de son enveloppe urbaine, on a quasiment 40% de vacances. Des maisons qui sont abandonnées, soit qui sont des maisons qui pourraient accueillir énormément de gens. Quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. On a largement de quoi faire revivre notre monde rural en ouvrant les portes, tout simplement. Le travail avec le fonds de dotation était suivant. Calquer l'installation d'un fonds de dotation sur les besoins d'un territoire. C'est pas du tout un projet qui était parachuté de Paris, comme on a pu le dire. Au contraire, c'était quelque chose qui était vraiment du sur-mesure. Voilà, c'était vraiment de la haute couture, où on allait vraiment proposer des choses dont Calac manquait. Par exemple, à Calac, je vous disais, chef-lieu de canton, on n'a pas de crèche. Si on veut faire garder ses enfants, aujourd'hui, on est obligé de prendre une assistante maternelle, etc. Beaucoup de services publics ont été abandonnés, malheureusement. On parle d'aménagement du territoire. Vous savez que quand on vit dans le centre-Bretagne, on a surtout envie de parler de déménagement du territoire et d'abandon des services publics. On force les mairies à embaucher des gens pour faire des France Services, vous savez, une sorte de guichet unique où on imagine qu'un agent pourrait répondre à toutes les questions. Voilà. C'est une obligation aujourd'hui si on veut garder un guichet et un suivi au niveau de notre population. Le projet Horizon. À partir du moment où Calac a été choisi par le fonds de dotation Merci pour être le premier site accueillant ce projet de Horizon d'accueil de réfugiés, à partir de ce moment-là, on a eu une sentinelle qui a clairement identifié Calac comme le totem à abattre et surtout comme le projet à surtout bien faire pourrir dans l'œuf. Ça a marché. L'histoire nous le dira juste après. Ces personnes-là qui sont des sentinelles sont des gens qui sont vraiment les descendants de ce qu'on appelait les Breizatao. Donc vous savez, ce sont ces collaborateurs de culture bretonne qui ont collaboré avec les nazis. La première radio en langue bretonne, par exemple, elle a été payée tout simplement par l'enveloppe Goebbels, c'était la propagande, etc. Donc on y est vraiment. La Bretagne, le monde culturel breton n'a pas fait le deuil de ce moment-là, de ce qui est vraiment une page noire de son histoire. Et certaines personnes sont encore très influentes. Et des personnes qui ont pignon sur rue, ou plutôt sur le net, via un site internet qui s'appelle Breizinfo. Voilà. La personne qui est à la tête de Breizinfo habite à 4 km de Calac, malheureusement. Et donc cette personne a été un relais essentiel. Dès notre première réunion publique, nous avons eu la présence de fascistes, de néo-nazis, clairement, qui ont, dès la première réunion, tagué, en tout cas collé des autocollants partout dans la ville, des autocollants fascistes, voilà, anti-réfugiés. Ça a commencé dès le début. Lorsque, malheureusement, sur place, on a eu une personne qui a été le relais du parti de Zemmour, d'Éric Zemmour, c'était le début de la fin. Pourquoi ? On a clairement scindé le conseil municipal en deux. D'un côté, les camarades plutôt très bien marqués à gauche, qui avaient une culture politique et qui se disaient de toute façon, on ne peut pas parler recettes de cuisine avec des anthropophages. On doit couper. Cours à ces pressions de personnes sur place. On ne peut pas, il n'y a pas de dérogation. Le problème, c'est qu'on a eu un maire mou,
très mou, qui a voulu faire l'autruche et qui n'a pas voulu communiquer. Certainement, contrairement à ce qui s'est passé voilà, à Trevordun, où on a eu une volonté locale de communiquer, d'associer les élus, les associations, et bref, de créer un environnement qui était propice et favorable, du moins du point de vue de la communication. Voilà. Le maire a eu peur, forcément, quand on reçoit des menaces de mort. Moi aussi j'ai reçu des menaces de mort, des menaces de viol, etc. On a peur. Lorsque la gendarmerie vient nous dire il faut masquer les fenêtres de la mairie parce qu'on ne sait jamais s'il y a un sniper qui vient derrière, vous pourriez recevoir une balle dans la nuque. Comprenez, c'est vrai que ça peut en refroidir plus d'un. Ça s'entend. Le problème, c'est que, voilà, ces paroles, elles n'étaient pas venues de nulle part. Elles venaient de la gendarmerie, qui est à la tête, quand même, de la sécurité dans un département, c'est le préfet. On a eu un préfet dans les Côtes d'Armor, c'est toujours le même, qui n'a pas du tout pris la mesure de ces menaces. C'est un préfet qui a laissé courir et pourrir cette situation. On n'a pas du tout été aidé. 2 manifestations se sont multipliées sur Callac. On a eu une première manifestation le 17 septembre. On a doublé la population de la commune en l'espace d'une demi-journée. Voilà, ça fait peur. Toutes les grands-mères fermaient les volets, elles étaient terrées dans leur maison. Ça a été une catastrophe. Vous avez 300 nasillons devant la mairie, en train de faire presque le signe italien, des drapeaux Brotherhood sur le pavé de la mairie. Ça glace le sang. Aucune interpellation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, proférer des paroles racistes, aujourd'hui, en France, des gens qui ont pignon sur rue, qui nous parlent du grand remplacement, on les laisse faire. Et tout va bien. Cerise sur le gâteau, ils remettent ça quelques semaines plus tard, le 5 novembre. Les mêmes. Quelqu'un qui est connu des services de la police, qui a été condamné pour apologie du terrorisme, dépose en mairie la demande de manifester, on la lui accorde, elle n'est même pas retoquée en préfecture. Je ne sais pas si vous imaginez quoi. Callac, 2200 habitants, je le rappelle. C'est un peu la manifestation de Nasillon qu'il y a eu à Paris, il y a 700 personnes. Vous voyez, nous on y était aussi. Voilà. Contrairement à ce qui a pu être dit, oui, on a eu énormément de personnes favorables qui sont venues manifester à Callac. Peut-être que vous étiez aussi parmi ces soutiens d'ailleurs, le 5 novembre. Énormément de soutien. Le problème, c'est qu'on a eu des affrontements. Voilà. Et le dernier volet, la médiatisation. Lorsque vous avez des chaînes de télévision, CNews par exemple, qui prennent des images et qui doivent faire un sujet en 40 secondes, forcément, qu'est-ce qu'on voit? On voit les gaz, on voit les lacrymos, on voit que les antifas sont en train de charger, etc. La sélection des images permet de très bien orienter le téléspectateur. Qu'est-ce qui est resté dans la tête des gens à Callac? Les gens, les partisans du projet Horizon, sont des violents, ce sont des violents, c'est eux qui mettent la merde, etc. etc. Il n'en a pas fallu plus pour faire reculer le maire, qui, bien poussé par le préfet lui a quasiment forcé la main, a abandonné ce projet d'accueil. Bref, ce projet était magnifique, il aurait pu redynamiser une ville du centre-Bretagne, il aurait pu prouver que l'accueil de réfugiés était une chance pour nos populations, non seulement pour les personnes réfugiées, évidemment, qu'on accueille à bras ouverts, mais et aussi pour les populations locales qui auraient permis ce mélange de cultures. Aujourd'hui, les réfugiés, évidemment, il y en a à Callac. Pourquoi? Parce que cette compétence est une compétence de toute façon de l'État. Donc on accueille des nouvelles familles de réfugiés. On a accueilli 2 familles de Soudanais, 2 familles de Syriennes très récemment. Je suis enseignante au collège Callac depuis 20 ans. Au sein de notre école, on a à peu près un petit collège, 8 classes, seulement 2 classes par niveau. On a 9 nationalités. Je peux vous dire qu'au quotidien, le mot racisme, on ne le connaît pas. Je vois ici, parmi l'Assemblée, aussi des gens qui œuvrent à l'aide aux devoirs auprès de ces jeunes qui arrivent, qui sont allophones, qui ont besoin d'apprendre le français, qui ont tout à apprendre. Et je te salue, Gilles, qui est parmi les plus brillants, les plus présents pour justement les accompagner en dehors des temps de classe. Voilà, Callac, on peut encore accueillir, on doit encore accueillir, mais il faudra encore ailleurs, à Callac et ailleurs, réinventer l'accueil de l'autre et réinventer surtout l'accueil de ces pauvres malheureux qui fuient la guerre, qui fuient aussi les tensions économiques, qui
qui fuit les dictatures. Voilà. Merci.